Bonsoir à tous. Vous allez bien, madame, monsieur? Nous sommes très, très ravis de vous retrouver après cette longue période. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, très ravis de vous savoir une fois de plus, très nombreux de l'autre côté à attendre la vraie émission Equinox Soir, émission d'utilité publique. Madame, monsieur, l'Afrique réussira-t-elle à mettre entièrement d'accord tout le monde par rapport à l'épidémie coronavirus? Oui, pour certains, au regard des nouvelles quelque peu rassurantes venant et de Madagascar et du Cameroun. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, dit avoir, au terme de longues recherches sur les plantes médicinales, commencé avant la survenue du Covid-19, mis sur pied un traitement qui soulagerait les malades souffrant de cette maladie. Il y a quelques jours, et par la voix de la personne la plus autorisée à Madagascar, l'on apprenait que le pays avait trouvé un remède contre la pandémie. Pour le président malgache André Rajouel, le Covid Organix est un médicament fait à base de plantes traditionnelles. Madame, monsieur, tout à l'heure, à 20h, ce sera également le retour de Cédric Noufélé, et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, monsieur, tout de suite, comme vous l'attendez, c'est le fait du jour. Covid-19, le pharmacopée traditionnel comme solution, madame, monsieur, c'est une interrogation. Pour répondre donc, une tentative de réponse à cette interrogation, nous avons sur le plateau ici à Douala, et on va également sortir du Cameroun pour aller à la rencontre de la diaspora camerounaise qui officie en Allemagne. Ici, je commence par le Cameroun. Maître Augustin Gueffard, bonsoir et bienvenue sur le plateau Equinox Soir. C'est Jalin. Je vais commencer par vous transmettre votre bonsoir en utilisant l'anecdote que j'ai reçue en route. Un jeune homme m'a dit, si tu vas à Equinox Soir, dis au président de la République de la télévision qui ne dure que 2 heures au Cameroun, bonsoir. Il était où? Vous étiez où, c'est Jalin? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Thierry Niopé. Bonsoir, c'est Jeanne Outou. En réalité, c'est Maître Guefa qui a réussi à nous arracher le sourire ce soir, parce qu'en réalité, ça n'a pas été facile d'être ici avec les embouteillages, pour imaginer, mais la promesse étant donnée, j'ai tenu à être là. C'est un plaisir de retrouver le plateau d'Equinox Soir. Voilà. Thierry Niopé, je rappelle, vous êtes journaliste, directeur de publication aussi, c'est bien cela? Oui, et en même temps... La multiple casquette, hein. Voilà. Bon, mais le plus important, c'est, je l'ai toujours dit, que nous sommes patrons de presse. La casquette qui me sied le mieux, je dirais, c'est directeur de publication, journaliste. Oui. Parce qu'à côté de cela, nous sommes en train de mettre sur pied une chaîne de télévision, comme vous le savez déjà, Oui. mais qui a déjà commencé ses armes sur la toile à travers sa chaîne YouTube, mais également sa page Facebook. Et c'est tellement d'ici à quelques semaines, on a déjà pratiquement bouclé avec les différents partenaires. Nous allons arroser l'essentiel des villes du Cameroun, et pourquoi pas, grâce à nos partenaires de Intelsat, nous allons également monter sur satellite. Donc, vous voyez, on sort de ce chantier-là. C'est la raison pour laquelle on aurait pu quitter plus tôt, même à 18h, connaissant la ville de Douala avec ses embouteillages. Mais compte tenu de tous ces aléas-là, le plus important, c'est d'être là. Et surtout, à cause de la thématique de ce soir, j'ai tenu à partager le peu de connaissances que nous avons là-dessus avec les téléspectateurs de cette belle et prestigieuse émission. Maître Gueffard l'a dit tout à l'heure, vous avez manqué énormément d'ailleurs aux téléspectateurs notamment, parce que en même temps je suis téléspectateur, aux téléspectateurs de cette belle émission, parce que vous avez des envolées lyriques, des questions à la limite de la provocation. Donc c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. C'est pas de la provoque, Thierry Niopé. Bon, nous allons dire bonsoir également au docteur Christian Ondo-Meva.
Bonsoir docteur, vous êtes à Dillenburg, c'est non loin de Francfort. Vous êtes médecin spécialiste en chirurgie, chirurgie viscérale spéciale, médecin urgentiste, médecin hygiéniste. Vous êtes actuellement médecin-chef du service chirurgie générale, viscérale et oncologie à l'hôpital de Dillenburg. Comme je l'ai dit, c'est pas loin de Francfort. Vous êtes un hôpital académique affilié à la faculté universitaire de Marbourg. C'est bien cela, docteur Christian Ndomeva? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Otto. Vous avez bien tout dit. Tout d'abord, un grand merci pour votre invitation. C'est avec un grand plaisir que je prends part à cette soirée. Voilà, docteur Christian Ndomeva, dites-nous, la semaine dernière, nous préparons cette émission depuis la semaine dernière. L'Allemagne, lundi dernier, est rentrée dans ce qu'on appelle le déconfinement. Oui, une semaine après. Comment va? Quelle est la situation aujourd'hui en Allemagne? Une semaine après le déconfinement progressif. Bon, disons d'abord que ça a été un combat âpre entre la chancelière et les différents ministres présidents des États. Ils se sont entendus pour commencer un déconfinement progressif, lent. Ça a été des combats très difficiles. Il a fallu d'abord établir des critères bien précis pour pouvoir commencer ce déconfinement. L'un de ces critères, c'est ce fameux taux de réplication qui devait être absolument en dessous de 1. C'est un taux qui indique le nombre de personnes qu'une personne infectée contamine. Il se trouve aujourd'hui à 0,9, dans l'État de la Bavière à 0,5. Mais ce n'est pas tellement la valeur la plus importante. La plus importante des valeurs, c'était le taux de nombre de patients en réanimation dans les hôpitaux. Et on se rend compte actuellement que, sur les pratiquement 35 000 lits de réanimation que l'Allemagne a, à peine 46% sont occupés, 56% sont occupés. Cela veut dire que le système médical a encore un très grand potentiel. Dans cette base-là, l'Allemagne a donc décidé d'ouvrir, de commencer un déconfinement. Aujourd'hui, bien entendu, cela conduit à de très grands problèmes parce que, il y a deux grandes branches qui s'affrontent. La chancelière n'étant plus chef du parti de la droite, tout le monde essaie de se positionner actuellement. Les prochaines élections du Bundestag, c'est pour l'année prochaine. Il y en a qui veulent un déconfinement rapide parce que l'économie demande cela. D'autres qui demandent plutôt de faire très attention. Donc, c'est encore avec beaucoup de prudence qu'on apprécie ce déconfinement. On verra bien la semaine prochaine parce que c'est après 2 semaines qu'on saura à peu près le nombre de personnes qui seront à nouveau infectées. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de prudence qu'on apprécie ce déconfinement en Allemagne. Ok, merci Dr Christian Ndomeva. Je rappelle que vous êtes urgentiste, chirurgien viscéral. Comment vous appréciez ce qui arrive en Allemagne? Il parle des lits, près de 35 000 lits, mais 30% seulement sont occupés. Qu'est-ce que ça veut pour vous? Qu'est-ce que ça peut dire? Lorsque vous regardez les voisins de l'Allemagne, l'Italie, la France? Non, on peut dire que chaque pays a sa... En réalité, la pandémie du Covid-19, comme vous l'avez certainement entendu, s'est comportée de plusieurs manières. Ce n'est pas parce que la France a été suffisamment dépassée, l'Espagne également, l'Italie, que nécessairement tous les pays de l'Union européenne devraient être dépassés. Tout à l'heure, il n'a pas parlé de densité de la population infectée. Il a parlé en termes du degré de contamination moins... en fait, il se situe encore à un degré assez bas par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Mais toujours est-il que, vous savez, il parlait de déconfinement. Et rappelez-vous justement que le problème, en fait, la question fait débat au sein de l'Union européenne parce que une sorte de décongestionnement ou de déconfinement pourrait enclencher également des risques de résurgence. Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas le même degré de contamination en France, on n'a pas le même degré de contamination en Espagne, on n'a pas le même degré de contamination en Italie et encore en Allemagne. Comment les différents pays, en termes de flux, en termes de contrôle des personnes et des biens, vont se comporter? Est-ce qu'on va, avec ce déconfinement, ouvrir en même temps les frontières pour permettre justement cette libre circulation qui a cours actuellement au sein de l'Union européenne,
qu'est-ce qui sera exactement fait? C'est la raison pour laquelle le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Et au niveau des États, on en parle. Vous avez écouté le président Macron la dernière fois demander justement à ses différents ministres de lui proposer un plan de déconfinement en fonction de l'intérêt de chaque ministère. Comment cela va se passer dans les faits? Concrètement, beaucoup de personnes se posent la question, mais il faut dire que le taux de contamination de la population, même en France, n'a pas atteint des pics suffisants pour faire croire que des résurgences ne pourraient pas être possibles. Parce qu'on parle de 6%, alors qu'en réalité, on devrait se situer entre 8 et 10% pour estimer que l'essentiel de la population étant affectée, en termes d'immunologie, cela pourrait peut-être éviter la résurgence de la maladie. En réalité, le problème se pose encore. Ok, Maître Nguefa, rapidement sur ce qu'on peut appeler le modèle allemand, ils ont décidé du déconfinement. Oui, Serge Alain, rapidement, je vais dire que nous devons juste avoir un regard objectif, un regard net relativement à ce qui se passe de l'autre côté chez nos voisins, pour prévenir ce qui pourrait nous arriver. Pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il n'y a pas chez eux, et je suis convaincu qu'eux aussi, ils ont le regard. Ce qui nous intéresse ici, c'est notre pharmacopée. Voilà, justement, je voulais qu'on termine pour que vous embrayiez là-dessus. Merci. Voilà. Mais Monseigneur Clédadon qui propose, mais on a senti quand même beaucoup de prudence dans les sorties de Monseigneur Clédadon. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Serge Alain, je suis un Bantou. Oui. J'ai connu l'hôpital un peu plus tard. Je connais mes parents qui sont des tradis praticiens. Oui. J'ai des amis qui sont professeurs en herbe, qui enseignent dans les universités. Je crois que c'est la toute première des médecines. Que vous lisiez le Coran ou bien la Bible, oui. Au départ, c'était les herbes. Donc, je crois que c'est la première des médecines. La science est venue par la suite essayer un peu de rationaliser les choses. Mais cette rationalisation connaît assez de limites. À preuve, nous y sommes. Pour y en venir, Serge Alain, je vais d'abord commencer par dire, en ce moment, nous devons tous avoir le cœur, nos cœurs, toutes nos prières concentrées sur tous nos tradis praticiens, nommément sur l'équipe que dirige Monseigneur Cléda, parce que c'est toute une équipe, ce n'est pas seulement lui. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les ennemis, et je me souviens de ce que disait le président Hollande, son ennemi c'était la finance. L'ennemi du monde, qui est la finance aujourd'hui, va engager une lutte féroce pour anéantir tout le bien que la pharmacopée traditionnelle africaine peut produire. Donc je pense que nous devons tous faire chorus derrière tous ces tradis praticiens et leur dire n'ayez pas peur. Voyez-vous, au Cameroun, Dieu déjà nous aime tellement que le remède contre la Covid-19 entre par l'homme de Dieu, celui-là qui au quotidien nous soigne le cœur. Aujourd'hui, il prend soin de nos chairs. Nous devons nous aussi le protéger. Et comme disait le pape, n'ayez pas peur, vous tous les tradis praticiens. Le peuple vous regarde, vous encourage. Si nous n'avons pas le courage de vous dire félicitations, de vous dire courage, sachez que nous sommes avec vous. En tout cas, ceux qui ont la voix qui porte, vous adresseront les correspondances en temps utile. Et pour l'heure, nous disons, la pharmacopée est ce qui doit sauver l'Afrique. C'est au-dessus de tous les clivages politiques. Ce n'est plus l'heure de savoir si tel fonctionnaire va s'asseoir sur telle chaise ou il sera bousculé. L'heure des panafricanistes, des vrais, a sonné. Il faut que les Africains se mettent debout pour protéger ce que Dieu est en train de leur offrir. C'est ce que je peux dire à l'entame. Voilà, Thierry Niopé, sur cette trouvaille, on va le dire comme ça, hein, de Monseigneur Cléda, vous avez quelque chose à dire. Et dit justement, Monseigneur Cléda, que sur la base de recettes que je possède, que je donne aux personnes malades et qui sont, par la suite, soulagées. Non, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à battre ce travail au quotidien. Vous avez écouté certainement le docteur Bingono. Oui. Il se fait d'ailleurs présenter comme le président des sorciers du Cameroun. Il y a beaucoup de botanistes d'ailleurs qui travaillent. Que nous avons tenté de joindre. Hein. On a essayé de joindre le docteur François Bingono toute cette journée. Donc, malheureusement. En réalité, il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent justement sur le médicament miraculeux qui pourrait sauver les malades de la Covid-19.
parce que vous parlez de Monseigneur Cléga, peut-être apaisantissons-nous davantage là-dessus pour dire que on a compris la prudence avec laquelle il a abordé la question, notamment au micro d'Equinox Télévision, donc de votre chaîne. Il a été prudent seulement. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui peut justifier ça, Thierry? Je suis en train d'arriver justement parce que on s'est rendu compte aujourd'hui avec la société de l'open data, comme j'aime à le dire, aujourd'hui tout est virtuel, la société du virtuel, de l'open data, où toutes les données sont à la portée de tous. On s'est rendu compte qu'il y a eu une sorte de ruée vers les recettes de grand-mère qui étaient rendues publiques d'ici et là, sans véritable impact, sans véritable recherche là-dessus, au point où, si vous avez remarqué, les citrons ont connu une augmentation de prix à une vitesse exponentielle. On ne trouvait même plus la plante qu'on appelle l'aloe vera. Il y a énormément, beaucoup de plantes qui ont été brandies à la face du monde par certaines personnes qui estimaient justement que ces vieilles recettes de grand-mère et ça marchait, Thierry Nopin, portaient des fruits. Je ne suis pas atteint de la COVID-19. Non, je dis, vous avez vu des gens, est-ce que vous... Pour l'instant, je continue à croire. Je continue à croire que... parce que quand on définit le Corona-19 ou le nouveau Corona, oui. On se rend effectivement compte que c'est une grippe, mais plus accentuée, qui a des développements qui sortent de l'ordinaire d'une grippe normale. Mais quand on décrit les symptômes au début de la contamination, tout a l'air d'être, tout semble être une grippe. À la seule différence qu'à partir du 8e, 9e et 10e jour, cela se complique au point d'attaquer les voies respiratoires. Rappelez-vous qu'il fut une année au Cameroun où il y avait eu une maladie qu'on appelait à l'époque marteau, qui était comme une grippe. Ça veut dire que c'est une maladie qui a fait beaucoup de victimes au Cameroun. On n'a pas eu besoin de la pharmacopée. En réalité, des médicaments venus de l'Occident ou de la Chine pour soigner nos grands-parents. De manière traditionnelle, ce problème a été résolu. Et beaucoup de personnes se sont remises de cette maladie-là. Donc, on peut comprendre la prudence de Monseigneur Cléga, parce que justement, il ne veut pas que du jour au lendemain, il a souligné, il y a dans ces plantes-là, si vous menez une étude ethnobotanique ou floristique des plantes, vous allez vous rendre compte que ces plantes sont capables, effectivement, de soigner, mais elles sont également capables de tuer quand elles sont mal utilisées, quand elles sont dosées ou données à des doses pas nécessairement contrôlées ou contrôlables. Donc, il faudrait toute proportion garder, contenir ou permettre à ceux qui ont déjà mené ces études-là de le faire de la manière la plus efficiente et pourquoi pas d'être accompagné par le gouvernement de la République dans ce sens-là. C'est peut-être la raison pour laquelle peut-être on en parlera. Oui. On peut saluer le modèle malgache. Donc, oui, il faudrait que l'on aille au-delà. Je vous rappelle que Monseigneur Cléga travaille avec les plantes et sur les plantes depuis près de 3 décennies, près de 30 ans quand même. On l'a vu à Dimako, on l'a vu partout où il est passé. Il a apporté de la guérison à beaucoup de Camerounais, à beaucoup de compatriotes, en utilisant exclusivement ces plantes-là, qui ont nécessairement des vertus inimaginables. Je vous rappelle que même la chloroquine, qui est aujourd'hui la panacée par laquelle tout le monde, tous les États, on a vu le Cameroun tenter de créer des laboratoires pour multiplier, pour fabriquer la chloroquine. En France, on a vu une sorte de mobilisation autour de cette chloroquine-là, alors que tout le monde sait qu'il y a des essences africaines où la chloroquine est tirée. Je vous rappelle que beaucoup de ces médicaments sont tirés de nos essences ou des études ethnobotaniques. Donc cela ne me surprend pas. Il est tout à fait, je partage ce point de vue-là. Il ne faut pas, ce ne sont pas des choses qu'on devrait mettre en présence de tout commun des mortels, du Camerounais lambda ou de l'Africain lambda, comme on a entendu des recettes sur Internet où tout le monde peut mélanger n'importe quoi. Mal mélangé, ça peut être des recettes extrêmement... en fait, ça peut être du poison à l'état brut. Ouais. Donc, vivement que Monseigneur Cléga se rapproche, pourquoi pas, où le gouvernement de la République, notamment le ministère de la Santé ou le ministère de la Recherche. Ok, si vous le permettez. Voilà, on va repartir du côté de l'Allemagne pour rencontrer une fois de plus le docteur Christian Ondomeva. Docteur Christian Ondomeva, Monseigneur Cléga, archevêque métropolitain de la ville de Douala, propose un traitement à base de plantes. Vous qui vivez en Occident, de l'autre côté, comment vous avez accueilli cette... Entre autres, on va parler du cas malgache après.
Restons d'abord chez nous, au Cameroun, Monseigneur Cléda. Est-ce que la solution peut venir des plantes? J'aimerais d'abord sur les propos de M. Ndoumbe et apporter quelques clarifications sur le Covid-19. Lorsqu'on parle de risque, c'est assez léger. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une station de soins de réanimation dans lequel un patient entre et brusquement tous les infirmiers, les infirmières se retrouvent à côté de ce patient. On n'a jamais vu une personne décédée de ce contexte. On n'a jamais vu des systèmes médicaux performants aussi puissants qui se retrouvent au bord du gouffre à cause d'une simple grippe. Nous avons déjà les premiers résultats des examens d'anatopathologie qui nous montrent ce que ce virus dans le corps et c'est franchement ce qu'on appellerait un caméléon en plusieurs faces, c'est-à-dire il attaque tous les organes, les yeux, le cerveau, le cœur, le foie, jusqu'au tube digestif. On se rend également que les extrémités sont attaquées par ce virus. Donc ce n'est vraiment pas une simple petite bagatelle. Il faut vraiment prendre cette pathologie-là extrêmement sérieusement. Et cela explique d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement allemand est aussi prudent en ce qui concerne le déconfinement. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, oui, j'ai également suivi les travaux concernant la faculté au Cameroun. Bon, je pense que la science a des critères qu'il faut savoir respecter. C'est le problème que nous avons actuellement avec l'hydroxychloroquine et tous les autres médicaments. C'est-à-dire qu'il y a un parchemin à suivre. C'est-à-dire qu'il y a des critères de reproductibilité qui doivent être respectés, de mesurabilité, de refutabilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir comparer ce médicament-là avec quelqu'un qui ne prend pas de médicaments, première chose. Il faut pouvoir comparer ce médicament-là avec quelqu'un qui prendrait des médicaments d'un placebo. Il faut pouvoir comparer cela et arriver à une conclusion qui, je l'espère, sera positive. Bon, je pense qu'actuellement, la science, dans tous les sens, nous voyons partout actuellement des gens qui disent que bon, j'ai découvert tel médicament, j'ai découvert tel principe, c'est un mélange de l'ail avec du gingembre et ainsi de suite. Je pense qu'il faut mesurer cela avec les critères actuels de la médecine que nous avons. On parle toujours de la médecine pharmacopée, mais ce qu'on ignore, c'est que la médecine allemande également a ce long passé là. Elle a commencé dans l'histoire avec les plantes, elle a été écrite actuellement dans la situation dans laquelle je me trouve. Pour que j'opère quelqu'un, je dois justifier pourquoi je l'opère, donc je dois apporter des critères bien précis. Ces critères-là, en général, c'est l'histoire de la médecine que je porte avec moi. Et j'aimerais également que nous puissions arriver à ce niveau-là dans le domaine de la pharmacopée camerounaise. Ok. Voilà, on en vient dans... vous avez que vous vouliez rebondir à la suite du docteur Ndomeva? Oui. Je voudrais dire que nous sommes dans l'état de nécessité. Oui. L'urgence? L'urgence. Oui. Ce que nous redoutons est minable au regard de ce que nous devons sauver. Il faut que ce soit clair. Pour faire simple, je vais utiliser une boutade que le feu professeur Stanislas Melonnet nous avait présentée pour nous enseigner la notion de poison. Pour celui qui ne consomme pas de l'alcool, le piment consommant une certaine dose, c'est un poison. Or, pour celui qui consomme de l'alcool, le piment porté à une certaine dose constitue pour lui plutôt un excitant. Si cela est compris, je crois que nous devons savoir qu'à l'heure actuelle, Monseigneur Cléda n'est pas n'importe qui. Son équipe, ce n'est pas n'importe quelle équipe, c'est des avisés. Deux, ils ont déjà sorti, je crois, un protocole d'accord. Ça ne concerne que ceux qui sont malades. Oui. Ça veut dire que vous irez d'abord à l'hôpital vous faire dépister. Et si vous êtes renvoyé chez vous, ou bien s'il n'y a pas de lit pour vous, vous revenez donc chez eux, gratuitement vous faire soigner. Ça veut dire que le protocole d'accord est là. La polémique que Monseigneur Cléda et son équipe esquivent, c'est la polémique qui lie les scientifiques et le monde des affaires. Ah oui. Il faut que ce soit clair. Pour l'heure, l'urgence recommande que nous fassions confiance à nos tradis praticiens les meilleurs. Et quand on dit les meilleurs, on les reconnaît. Lorsque l'équipe de Samuel Cléda, de Monseigneur Samuel Cléda, a été dévoilée, l'État n'a pas dit non. L'État n'a pas déployé toute son énergie pour dire
c'est négatif, je crois que nous devons suivre le silence de l'État, qui en réalité c'est un silence de prudence. C'est un silence pour ne pas s'attaquer aux mastodontes qui font les affaires. C'est un silence complice parce qu'on dit qui ne dit rien consent. Disons merci à cette équipe. Voilà, je reste avec vous, Oui. Maître Ngefak. L'État, prenons le cas malgache. Oui. C'est le président malgache qui prend sur lui de faire cette annonce et non un des chercheurs. Mais attendez, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? l'État malgache, le président, il est très actif, il est très mobile. Il suit le développement de la pharmacopée chez lui. Et lui, il a pris sur lui d'assumer en tant que le numéro 1 de la République. Il a vécu les faits en direct. D'ailleurs, il vous dit, je m'exprime à mon peuple en ma langue, vous ne comprenez pas. Laissez-moi boire mes comprimés, mes produits directement avec eux. Ça ne vous engage pas. Ce qui veut dire qu'il est sûr. Il sait quel est le combat qu'il déclenche relativement. Vous avez vu. Mais son l'OMS opposant éternel, hein? Non, Ramalona, Oui, Marc oui, Ramalona. il a... parce que le président André La prudence, Rajal j'ai lu- pense qu'il faut... J'ai lu il son, va- j'ai Oui, lu son vous texte. avez vu sa sortie, oui. J'ai lu son texte. C'est un texte de quelqu'un qui est assis dans une chambre climatisée, derrière son ordinateur. Il envoie un petit mot en disant « Soyez prudents ». Oui. Sa prudence, c'est quoi? Ça rentre dans le cadre de ce que je viens de vous décrire. Entre celui-là qui consomme assez d'alcool et l'autre qui ne consomme pas assez. Quelle est la marge qui effraie Marc Ravalomanana? Oui. Quelle est la marge que lui veut protéger par rapport à la marge que le président en chair protège? Entre voir 2 ou 3 personnes mourir et laisser 20% mourir, qu'est-ce qu'on préfère? Le président en chair dit, moi je ne veux pas de catastrophe chez moi. Je limite. Je préfère que ça développe quelques ulcères, mais qu'il reste vivant, que d'enterrer. C'est-à-dire le préjudice qu'on esquive, il est moindre par rapport à l'objet ou bien au corps qu'on protège. Je suis d'accord avec lui. Ok. Thierry Ngopé, c'est quand même un mois de recherche, hein, pour qu'on en arrive là au Covid organique, ça, selon ce qu'on apprend de Madagascar. Un mois de recherche à l'Institut malgache de recherche appliquée, Ouais. Je crois avec que des chercheurs américains, chinois et malgaches. quand vous avez vu la personne la plus représentative d'un pays prendre sur lui et en monovision de consommer un produit, Oui. c'est un gage de fiabilité, c'est un gage de responsabilité qui, en réalité, devrait amener tous les malgaches à se lancer dans la consommation de ce produit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez vu cette mobilisation dans ce pays. Je vous rappelle que si le produit qui a été brandi à la face du monde par le gouvernement malgache n'avait pas toutes les garanties d'un produit susceptible effectivement d'apporter la guérison aux malades de la Covid-19, c'est que le président de la RDC, la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, n'aurait pas joint son homologue malgache pour lui présenter ses félicitations. Il dit effectivement qu'il en avait besoin et qu'il travaillait d'arrache-pied avec ceux qui ont travaillé là-dessus pour développer également, pourquoi pas, un autre produit. Et quelques jours plus tard, d'ailleurs, on a également appris que la RDC est fermement engagée également dans la mise en place d'un produit susceptible de guérir les malades de la Covid-19. Maintenant, s'il y a une bataille, en réalité, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, il y a une grosse bataille de lobby derrière cette affaire. Quand vous entendez l'Organisation mondiale de la santé se dresser avec véhémence pour dire, pour présenter ses doutes, on peut comprendre justement. Je vous rappelle que la bataille des firmes pharmaceutiques ne se joue pas au niveau des Africains lambda, ça se joue au niveau des hautes sphères des différentes sociétés. Je vous rappelle qu'il y a des milliardaires impliqués dans cette bataille communicationnelle-là. Je vous rappelle par exemple que les États-Unis, vous savez ce qui s'est passé avec l'Organisation mondiale de la santé et avec l'Organisation des Nations Unies et cette branche qui s'occupe de la santé au niveau des subventions. Oui. Simplement parce qu'ils se sont rendus compte effectivement qu'il y a eu un jeu entre la Chine et cette organisation-là.
au point où cela a été dénoncé avec la dernière énergie, avec véhémence par le président Trump. Il y a des guerres de lobbying, il y a des guerres de positionnement. Nous ne sommes pas là. Moi, ces guerres ne m'intéressent pas. Ces guerres n'intéressent pas les Camerounais qui souffrent dans des hôpitaux, ces Camerounais qui meurent même sans se rendre dans un centre de soins, peut-être parce que là, ils ont confondu cette maladie à une simple grippe sans pour autant se rendre à l'hôpital. Ces Camerounais qui n'ont pas été capables. Je vous rappelle par exemple que le système, le 15-10 par exemple, était inopérationnel il y a quelques jours. Ces Camerounais qui n'ont certainement pas eu de quoi appeler ces numéros qui ont été mis à leur disposition. Ces Camerounais qui n'ont pas pu se rendre dans un centre hospitalier et qui, je vous rappelle que la problématique, en réalité la polémique est même née sur l'encadrement, sur l'accompagnement de ces malades même qui se rendaient dans ces centres hospitaliers où on était censé les prendre en charge, où on était censé les prendre en compte. Donc pour moi le plus important n'est pas là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ces Africains qui sont malades? Alors, boire un médicament qui est censé peut-être vous soulager, le doute est tout à fait... il n'est pas catégorique, mais le doute est compréhensible. Oui. Mais entre boire un médicament qui pourrait me soulager et ne pas le boire du tout et mourir, qu'est-ce qui est préférable? Je crois que tout le monde accepterait de boire le médicament, quitte à mourir ou avoir des conséquences autres, mais au moins on aura essayé. Je crois qu'on ne doit pas empêcher les Africains de penser. Si vous avez lu, je l'ai parcouru aujourd'hui de manière sommaire, le dictionnaire. En fait, c'est dictionnaire et ethnographie multilingue du potentiel médicinal des plantes africaines. En réalité, c'est un ouvrage qui regroupe près de 1000 plantes minutieusement choisies dans 8 États de l'Afrique, dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a parmi ces États le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. En réalité, c'est une étude qui a été menée dans ces différents pays. On a choisi près de 1000 plantes qui soignent de nombreuses maladies qui ne trouvent pas nécessairement guérison à l'hôpital. Je vous rappelle que nous, Africains, il y a des fois, tu vas à l'hôpital, on te dit, on ne peut pas soigner cette maladie à l'hôpital. On se réfère à notre traditionnelle pharmacopée africaine. Je vous rappelle par exemple que mon père, par son âme, n'avait jamais consommé de la nivaquine. Il y a un arbre, je ne sais pas comment on l'appelle malheureusement en français, mais nous on l'appelle en notre langue coque-motte, qui soigne le palu. C'est une écorce très amère. Voilà justement, c'est la même écorce, très amère, bouillie. Quand vous buvez cette eau, même si vous aviez n'importe quel palu, vous commencez la sueur commence à dégouler de votre corps. Donc il y a une pharmacopée africaine. Ne nous refusons pas cela. Travaillons davantage peut-être à codifier cette pharmacopée africaine. Travaillons davantage à demander aux États d'accompagner ces chercheurs africains. Il y a des biologistes qui travaillent déjà avec des tradipraticiens. C'est à encourager. Il faudrait que l'État apporte sa caution morale, comme on l'a vu ailleurs, pour accompagner ces gens, parce que cela est c'est un stimulant, vous l'avez dit tout à l'heure. Cela peut participer à stimuler, à rebooster la recherche dans notre pays et notamment dans plusieurs pays africains. Voilà, on va repartir en Allemagne où nous attend cette fois-ci le docteur Laetitia Naburu Meka, gynécologue obstétricienne à Ingolstadt. Nous sommes bien en Allemagne. Docteur, on parle de la pharmacopée traditionnelle. Est-ce que c'est par là que le salut viendra par rapport à cette pandémie? Mais d'abord, vous avez accueilli chez vous une dame enceinte, testée positive, qui a donné naissance, bien évidemment, à un bébé. Des nouvelles. Bonsoir, bonsoir aux invités et à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, les statistiques se montrent 60 patients infectés au Covid-19, parmi lesquels 6 en soins intensifs et 2 femmes enceintes. L'une a déjà accouché, comme vous avez mentionné, et l'autre pas encore. Eh bien, l'accouchement de la patiente s'est passé dans des conditions très sereines. Nous avons l'accouchement s'est déroulé dans une salle d'accouchement dédiée aux patientes Covid qui avaient déjà été préparées à l'avance, car on a appris quelque chose de cette pandémie, c'est notamment d'anticiper, et pour des raisons ergonomiques naturellement.
il y a eu des mesures de protection et d'hygiène du personnel, les masques dont on a besoin en première ligne dans la lutte contre la maladie. On a préparé le nécessaire au cas où il y aurait eu une urgence maternelle ou fétale, ce qui n'a pas été le cas. Eh bien, la patiente a accouché normalement, par voie basse, sans problème. Par la suite, le nouveau-né a été pris en charge par les néonatologues. Le nouveau-né a été testé négatif au SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Alors, il était permis d'être avec sa maman dans une chambre d'isolement et bien évidemment en respectant les mesures d'hygiène. L'allaitement était aussi recommandé avec un port du masque et le respect strict des règles d'hygiène. Au moment où je vous parle, la patiente a déjà quitté l'hôpital, et bien elle a tout simplement été éduquée. On lui a expliqué à quoi est-ce qu'elle devait faire attention, notamment hygiène respiratoire chez l'enfant, la fièvre ou encore la toux devait l'amener à consulter immédiatement. Mais je veux dire, ce nouveau virus, pour notre patiente, excusez-moi, là, tout s'est très bien passé pour cette première expérience. Mais il faut faire attention parce que on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, où ce virus nous apprend chaque jour, on ne peut pas confirmer que ça sera le cas pour toutes les autres femmes enceintes. Car il y a eu de nouvelles études qui sont sorties des nouveau-nés de mamans atteintes de Covid qui ont présenté un taux élevé d'anticorps. Alors cela pourrait suggérer que les enfants étaient exposés au virus. Mais là, il n'est pas clair est-ce que c'était pendant la grossesse, lors de l'accouchement ou après l'accouchement. Il existe vraiment une controverse en ce qui concerne la transmission de ce virus de la mère à l'enfant. Et comme je dis, on apprend. Ok. Voilà, on revient à vous, docteur Mekin. Thierry nous peut parler de caution morale. Est-ce que vous pensez que Monseigneur Cléda est suffisamment accompagné par les pouvoirs publics? Est-ce qu'il bénéficie de ce parapluie, on va le dire comme ça, des pouvoirs publics? Sergent Alain, je vous ai dit que l'État, en ce moment, la vraie guerre qui est menée, la guerre des vrais investisseurs, empêche l'État de s'afficher publiquement. Ouais. Le silence de l'État, pour moi, vaut acquiescement. Le fait que Monseigneur Cléda vienne sur les antennes des télévisions camerounaises et affirmer personnellement, décrire son parcours, décrire son jardin et dire qu'il a la maîtrise de la santé de ceux qui sont infectés, veut dire que l'État a accepté. Sinon, vous connaissez la suite. Avec notre État, ils auraient déjà encerclé ce jardin, ils auraient détruit comment on a du côté de Milan, les gens s'y rendent. Donc, la réalité, c'est que l'État est prudent. Et je comprends, nous devons accepter la pharmacopée africaine en nous basant sur le pari pascalien. C'est-à-dire que nous devons tout prendre. Oui. Si à la fin, tout le monde est soigné, nous aurons gagné 2 fois. Oui. Si personne n'est soigné, nous n'aurons rien perdu, parce que nous aurons essayé. Si on n'a rien choisi? Si on n'a rien choisi, vous comprendrez. D'ailleurs, nous sommes en train de choisir. Le pari pascalien, oui. Avec le pari pascalien, on choisit. Oui. On prend. À la fin, on doit gagner 2 fois. On ne perd pas avec le pari pascalien. C'est de cela qu'il est question. Donc pour nous, la pharmacopée africaine, elle est en marche. Nous sommes en train d'exploiter actuellement, de rendre public toutes nos essences. D'ailleurs, pour ceux qui ont souvenance, les chaînes de télévision camerounaises nous ont présenté le chant de culture du quinquennat. Oui. Non, pas Artemisia. Oui. Le quinquennat. Oui. Pour ceux qui sont de la Ménois, ils connaissent une expression qui est vulgaire chez nous. Quand on dit « un cap monsieur Lagarde », un cap monsieur Lagarde, c'est quoi? Lagarde, c'est le père de Christine Lagarde, qui a cultivé la plante qui produit la chloroquine au Cameroun depuis des décennies.
cette plantation existe. Et puisqu'on a découvert plus tard que cette clinine comportait des substances qui dérangeaient un peu la chair, son activité a perdu de sa superbe et lui aussi il est retourné chez eux. C'est la même chose. Si la quinine qui hier était très prisée, aujourd'hui on découvre que cette molécule comporte des substances vénéneuses ou bien qui dérangeraient certains qui sont très affectés, il en va de même des produits que les nôtres sont en train d'exploiter. La réalité c'est que personne ne vous dira humainement qu'il a pris un spécimen du produit que le collège dirigé par le monseigneur Samuel Kila, qu'ils ont testé dans tel ou tel laboratoire, il commencerait par là. Toutes les firmes là, allemandes, américaines, chinoises, devraient d'abord venir prendre le produit, suivre l'évolution, passer ça au crible de leur raison, et voir si au bout, ça va soigner le malade. Si on se met seulement à des kilomètres, on dit ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il n'est pas bon dans nos produits? Parce qu'il faut nous expliquer cela, comme on dit au quartier, terre à terre. Pourquoi nous ne devons pas boire nos propres produits? Pour mieux m'exprimer, souvenez-vous, avant que cette pandémie ne nous envahisse, certaines boutiques en Afrique n'étaient fréquentées que par certaines personnes, c'est-à-dire les nantis. Aujourd'hui, ces boutiques sont en train de fermer portes parce que ces nantis-là ont fait un repli, je ne voudrais pas dire identitaire, un retour aux sources. Maintenant, ils sont dans les marchés, eux-mêmes ils achètent notre ginger, ils boudent le ginger traité et en sachet parce qu'ils savent qu'il faut consommer notre bio. Donc, je souhaite que ceux qui critiquent, qui nous disent voici le degré de toxicité, ne consommez pas ceci parce que voici ce à quoi vous exposez. Mais nous disent simplement que si on met un mélange de ginger, du citron et du l'ail, ce n'est pas bon. Bon, quel est le danger à l'intérieur? Il faut expliquer aux incultes que nous sommes que voici le danger que vous courez. Ne nous dites pas seulement non, oui. On a peur. La peur ne règle pas l'affaire. Laissez-moi vivre le temps que je dois vivre. La peur, on verra après. Donc, je suis d'accord avec notre pharmacopée. Merci. Voilà, Thierry Nopé, sur cette sortie du président malgache, il pense qu'il faut, à titre préventif, on va administrer ce Covid organique aux élèves avant la reprise des cours. Hein. Oui, je crois Qu'est-ce qui peut justifier ce scepticisme à l'occidental par rapport à tout ce qui vient de la pharmacopée traditionnelle africaine? On en a suffisamment, on l'a dit longuement sur ce plateau, il y a des lobbies qui sont derrière. Je vous rappelle que derrière un vaccin, il y a un coût, il y a une recherche, il y a des gens qui travaillent, qui investissent de l'argent, qui nécessairement ne sont pas des philanthropes, comme on les présente généralement à la face du monde. Tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire de Bill Gates, qui n'est pas nécessairement très aimé aujourd'hui, aux États-Unis, encore moins en Occident, simplement parce qu'aujourd'hui, grâce justement à cette société de l'open data, on commence à comprendre que derrière la philanthropie de certaines personnes se cachent des intérêts parfois mercantilistes, inimaginables, insoupçonnables même. Voilà pourquoi on peut comprendre parfois cette reprobation, je préfère utiliser le terme ainsi, cette reprobation de certaines grosses firmes, de certaines institutions en réalité qui dépendent de l'argent de ces philanthropes-là qui financent l'OMS. Ce sont des États, ce sont des philanthropes. Mais regardez comment le monde a évolué. Aujourd'hui, tous les États au monde ont évolué avec les 13 mesures barrières. Ailleurs, en réalité, il y avait entre 10 et 13. Au Cameroun, on a augmenté 7, après on allait 3 avec la dernière sortie du Premier ministre. Mais au départ, c'était d'abord 13 mesures barrières édictées par qui? L'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi? On a eu comme l'impression qu'en réalité, le monde se regroupait en un seul tout. Le nouvel ordre mondial dont on parle, voilà, qu'on croit parfois si lointain et pourtant c'est proche. Aujourd'hui, on parle des règles édictées dans le monde entier. On ferme les écoles, tout le monde ferme les écoles. Ah oui. On se lave les mains, aujourd'hui tout le monde se lave les mains. En réalité, si cette maladie, fermeture des frontières, on l'a fait. Aujourd'hui, on ne circule pratiquement pas du tout pour des gens qui ont parfois, je vous rappelle, malheureusement, il y a des gens qui sont en train de souffrir simplement parce que les frontières sont actuellement fermées. Le mot étant haïssable, je ne le dirai pas ici, mais il y a autour dans nos familles
des gens qui devraient effectivement partir pour des rendez-vous médicaux parce que le système sanitaire au Cameroun, notamment, ne permet pas la prise en charge, par exemple, de ces gens-là. Malheureusement, je suis un peu embarrassé de le dire ici, depuis pratiquement le mois de mars. Ouais. Pas Mon épouse d'évacuation sanitaire. elle n'a pas pu partir justement, alors que chaque mois, elle doit prendre ses aérosols. Malheureusement, elle ne peut pas parce que les frontières sont fermées et le système sanitaire au Cameroun ne lui permet pas de le faire. C'est la chair, c'est la mort dans l'âme, en fait, que nous vivons cette situation. Mais on se bat tant bien que mal en espérant effectivement que avec la Covid-19, les États, parce que c'est également ça le nouvel ordre mondial, hein, les États doivent apprendre maintenant à ne compter que sur eux-mêmes. Ça veut dire qu'on doit avoir des centres, des hôpitaux dignes de ce nom, capables d'accueillir le maximum de personnes possible, avoir un plateau technique capable effectivement d'encadrer tout ce monde-là, avoir en réalité des mécanismes qui nous permettent de survivre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nouvel ordre mondial, même sur le plan économique. Peut-être on en parlera avec des répercussions. Donc je ne peux que comprendre la détresse, je préfère le dire aussi, ainsi, la détresse de ces États européens qui avaient, je vous rappelle, avaient brandi le risque d'une hécatombe en Afrique si jamais la maladie arrivait à toucher le continent africain. Mais aujourd'hui, tout le monde voit qu'aux États-Unis, entre jeudi et vendredi, il y a eu plus de 3000 morts. Ouais. Plus de 3000 morts aux États-Unis. En France, il y en a. Je veux plus rentrer dans ce jeu-là parce qu'au moment où je vous parle, j'ai 3 enfants confinés en France. C'est très difficile, c'est très délicat. Mais on accepte ça comme tel parce qu'ailleurs, en réalité, les conditions ne sont pas les mêmes. Il faudrait que l'on comprenne qu'il est possible. Nous, on a dit à ces enfants, voilà comment vous devez vous soigner si jamais vous avez telle maladie. Si jamais vous avez telle, allez au supermarché, achetez telle chose, faites bouillir et buvez avant d'aller à l'hôpital. Donc, nous restons africains même quand on est ailleurs. Okay. Il faudrait que les Africains qui nous suivent des États-Unis, de la France et tout cela, comprennent que l'Afrique a une histoire. Okay. L'Afrique, avant la chloroquine à l'état de comprimé, on se soignait en Afrique. Avant tous ces médicaments enveloppés sous forme de gélules aujourd'hui, on se soignait en Afrique et nos grands-parents n'étaient pas pour autant morts. Il faudrait qu'on encourage cela. Et je comprends, s'il peut avoir ce médicament pour prévenir justement la maladie, je crois que le gouvernement camerounais devrait se rapprocher. Lui qui projette la rentrée scolaire au 1er juin, devrait s'approcher ou se rapprocher de l'État malgache comme l'a fait le président Félix Tshisekedi pour comprendre s'il est possible de le faire, afin de le donner, pourquoi pas, à nos enfants au Cameroun qui sont censés, qui pourraient reprendre le chemin de l'école à partir du 1er juin. 1er juin, ouais. Docteur Meka, voilà, vous restez une Africaine, même comme vous êtes de l'autre côté. La pharmacopée traditionnelle africaine, ce sera la voie de salut pour cette pandémie? Vous y croyez-vous? Déjà, je dirais, en Afrique, on souffre de toutes les maladies qu'on retrouve aussi partout dans le monde. Et le problème qu'on a, c'est la façon dont nous combattons cette maladie. Ces maladies, c'est malheureusement dirigé vers l'extérieur. Notre pharmacie, les produits que nous utilisons, nos laboratoires, la plupart viennent de l'étranger, ce qui nous coûte très cher. Or, on a une pharmacopée, on a des médicaments adaptés à notre environnement. C'est dommage qu'il doit y avoir cette crise sanitaire pour qu'on réalise cela, mais la médecine traditionnelle a du potentiel. On retrouve la difficulté qu'on retrouve très souvent, c'est le fait des normes, des protocoles, le fait d'en faire des études scientifiques et de soutenir notre évidence à l'international. Bien sûr que j'y crois. La recherche n'a pas de couleur, mais malheureusement, on a très souvent l'impression que quand il y a des solutions qui sont moins considérées que d'autres. Je vais prendre l'exemple de la solution du professeur Raoul ou encore comparer à celle du professeur Agon avec la pibirine.
Nous sommes dans une situation de crise, alors en tant que scientifique, en tant que clinicien, il faut être pragmatique. On ne pourra pas vraiment respecter tous les protocoles, et c'était le cas pour les 2 chercheurs. Mais on a quand même l'impression que l'autre solution a été beaucoup plus considérée qu'une autre. Et ça, c'est un peu douloureux parce qu'on se demande, mais pourquoi c'est comme s'il y avait une tendance à accorder de l'importance à certaines solutions venant d'une autre région par rapport à d'autres. Ok. Merci, docteur Meka. On revient après le journal parce qu'il est déjà là. Cédric Noufelet. Bonsoir, Cédric. Et bon retour. Hein? Merci, Serge Alain. Bonsoir à vous. Bonsoir à vos invités. Voilà, Cédric Noufelet. Dans un instant, le 20h le plus attendu de la planète. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Cédric? 3 manchettes importantes qui vont constituer l'ossature de ce journal. D'abord, cette solution miracle qui viendrait de la pharmacopée traditionnelle et qui serait liée à un traitement administré dans les structures sanitaires placé sous l'administration de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. A-t-il trouvé un traitement adapté au contexte camerounais, traitement fait à base de plantes? Quels sont les témoignages des patients ayant retrouvé la santé à base de ce témoignage, à base de ce traitement? Quelle en est l'évaluation qu'on peut faire? Aucune démarche scientifique n'a encore attesté un tel traitement, mais nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également la lutte contre les différentes structures sanitaires clandestines dans le septentrion, au moment où les populations ne savent plus où donner de la tête face à cette pandémie du coronavirus. Autre manchette à suivre dans le journal de 20h, c'est l'inquiétude du secteur privé. Le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, vient de dévoiler un rapport qui évoque l'impact négatif de cette pandémie du Covid-19 sur les entreprises camerounaises. Près de 9 unités de production sur 10 sont négativement impactées et plusieurs entreprises, notamment des PME, ont déjà placé en chômage technique des milliers d'employés, évoquant des difficultés de trésorerie, et tous pointent du doigt l'absence des mesures d'accompagnement du gouvernement. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous évoquerons également cet assassinat d'un enfant de 4 ans à Koutaba, dans le Noun, dans la région de l'Ouest, par son oncle, alors qu'il s'apprêtait à procéder à un trafic d'ossements humains. Il a été épinglé et appréhendé. Nous évoquerons tout cela ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, messieurs, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h Equinox, que vous aimez ou que vous ne l'aimez pas. Ce sera dans un instant le 20h de Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief, toujours avec nos invités et à Douala et du côté de l'Allemagne. Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes donc repartis pour trentaine de minutes, madame, monsieur. C'est le débrief du journal. Un seul titre, je vous l'ai dit. Une centaine de patients à vous avoir retrouvé la santé après avoir pris le traitement que propose Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala. Sur ce plateau, il est là, toujours, Maître Augustin Gueffak et Thierry Ngopé. Je commence par vous, Maître Gueffak. Oui, c'est Alain. Une centaine de patients. On a vu les images. Les images parlent d'elles-mêmes. Serge Alain, il y a un mois, tout le monde était tétanisé parce que ceux que nous appelons les Blancs avaient avoué, Mondovision, leur incapacité à trouver le remède. Donc, le premier échec, la première guerre, c'était la guerre psychologique, c'est comment combattre le stress. Aujourd'hui que nous savons qu'à côté de nous, notre docteur traditionnel, notre Alamimbu, a la solution. Nous sommes déjà guéris de moitié. Il nous reste seulement à laver bien nos mains, oui, à être très propre pour éviter de contracter le virus. Et si jamais ça arrive, pas de stress,
c'est gratuit. Rendons-nous au CODAS. Allons d'abord à l'hôpital. Faisons-nous tester gratuitement. Et comme on a vu la dame sur les images, elle avait Bien sûr. un document qui prouve qu'elle est passée par l'hôpital d'abord. C'est exigé. Le protocole donné par le monseigneur Samuel Kleda, il exige que vous veniez avec des documents qui attestent que vous êtes bien malade. Si vous n'êtes pas malade, ne vous rendez pas là-bas parce que lui, il ne prévient pas, mais il guérit. Ouais. C'est de cela Curatif. qu'il est. Merci. Thierry Nopin, une centaine de patients sur ce chiffre. Oui, c'est encourageant. Est-ce qu'il y a Je lieu pense de d'ailleurs, douter encore? Non, en réalité, quand on est africain, on ne peut pas douter de ce que... et d'ailleurs, on a passé, je crois, la première partie de cette émission à ergoter autour de cette problématique. On ne peut pas douter de l'efficience ou encore moins de l'efficacité de cette trouvaille-là. Et je dis, cela fait 3 décennies, 30 ans que Monseigneur Kleda travaille avec les EB et avec un collège de chercheurs, de traditionalistes, de tradipraticiens même. Je crois que cela ne peut qu'être encouragé. Et je vous rappelle, si vous avez écouté dans ce reportage, qu'il y a une dame qui dit avoir dépensé plusieurs centaines de mille à faire ausculter son époux, avoir dépensé l'argent, ce qui démontre effectivement que le traitement ou la prise en charge des malades, comme on le dit par le gouvernement, n'est pas aussi gratuit que ça. Maintenant, il faudrait bien que l'on recouvre la santé. C'est tout à l'honneur de ces gens qui travaillent au quotidien pour trouver le remède ou le médicament miracle pour sortir justement de cette maladie. Parce qu'on l'a dit, il y a d'abord le stress qui a été la cause fondamentale de plusieurs morts. Et je vous rappelle que quand vous aviez au quotidien des images qui viennent de l'Occident où malheureusement beaucoup de Camerounais s'abreuvent à ces informations-là à cause de ces chaînes satellitaires ou de ces bouquets qui, malheureusement, auxquels nous souscrivons comme des bouts de pain. Ces populations s'abreuvent à ces informations catastrophiques, alarmistes, où on parle de mort au quotidien. Donc, sur le plan psychologique, on est quelque peu atteint, détruit moralement. Donc, une petite maladie, je vous rappelle que tous les médecins le disent, la guérison commence d'abord par la prise en compte de ce que le médicament qu'on boit guérit. C'est comme la prière. Si vous n'avez pas foi en Dieu, vous aurez beau prier au quotidien que cela n'apportera pas grand-chose. Mais quand vous commencez à croire que cette prière peut porter des fruits, si vous croyez effectivement à l'omniscience, à l'omniprésence et à l'omnipotence de Dieu, effectivement, à partir de là, votre foi, vous gagnez en foi, vous gagnez en puissance. Et c'est pareil pour la maladie. Donc, il faudrait, Dieu merci, aujourd'hui, il y a des médias qui peuvent donner du change à ces médias occidentaux pour leur dire effectivement qu'en Afrique, il est possible de penser autrement. En Afrique, il est possible de guérir. Vivement que le gouvernement encourage, accompagne, soutient les initiatives de Monseigneur Kleda, le docteur Bingono, ils sont nombreux qui travaillent là-dessus, le docteur Terra, ils sont nombreux, et tous ces herboristes, tous ces tradipraticiens qui continuent à donner du leur pour la santé des Africains. Il ne faut pas écouter ces sons de cloches qui viennent d'ailleurs où on doute de notre pharmacopée. Je vous rappelle que quand ils sont venus en Afrique pour nous coloniser, ils sont venus avec la Bible à la main droite, avec tout ce qu'ils ont eu à apporter. En fait, avec la Bible à la main gauche, ils ont tout pris par la main droite. Et parmi ceux qu'ils ont pris, il y a eu la pharmacopée africaine, il y a eu nos richesses ancestrales. Je ne parlerai pas de tout ce qu'on a eu comme... aujourd'hui, on parle de rapatriement, de tout ce qui a été volé, de ces reliques-là. Donc, ils ont suffisamment pris à l'Afrique, où il est plus que jamais temps pour les Africains de se réveiller. Et je vous rappelle que même le docteur Didier Raoul, aujourd'hui, est victime malheureusement de ces découvertes ou de son courage. Il est menacé par le Conseil de l'ordre des médecins français de suspension simplement pour avoir administré, d'après eux, des traitements non validés scientifiquement. Il n'est pas le seul. Comment peut-on... Pour nous, c'est une aberration. Comprenez donc qu'il y a une véritable cabale contre toutes les personnes qui veulent mettre en mal cette économie qui vise à extraire davantage aux plus pauvres. Voilà, on va prendre tout de suite la direction de Tian. Nous sommes dans le département
de la Ménois, région de l'Ouest, où nous attend le professeur Téléfo Félix Bruno. Bonsoir. Vous êtes biochimiste herboriste, je l'ai dit, spécialisé en phytopharmacologie et toxicologie. Vous enseignez à l'Université de Caen. Bonsoir, professeur. Bonsoir, cher. Voilà, le Covid-19. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. Oui, professeur, dis-nous, Covid-19, aujourd'hui, peut-il se passer de la pharmacopée traditionnelle africaine? C'est une question assez délicate, mais je crois que l'actualité nous enseigne davantage par rapport à la place que pourrait avoir la phytothérapie, par extension la médecine traditionnelle dans la lutte contre la pandémie. Et davantage pour mon point de vue, l'histoire devrait aussi nous renseigner dans cette lutte que nous, êtres vivants, à mener contre les maladies. Donc l'histoire nous apprend que les êtres humains ont pu à se servir tout d'abord des éléments qui trouvaient tout autour d'eux pour pouvoir se guérir. Et si aujourd'hui la pharmaceutique a eu à prendre le devant, c'est davantage un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Donc nous avons une minorité qui, par ce jeu d'intérêt, privilégie beaucoup plus les thérapies, donc qui peut-être à un moment donné a eu à avoir des résultats positifs, qui davantage, actuellement les choses le prouvent, leur efficacité n'est pas toujours avérée. Donc d'où, ça c'est ma philosophie. Donc nous invitons la communauté scientifique et davantage ce monde capitaliste à nous accorder également un peu plus de place pour pouvoir nous affirmer. Donc je crois humblement aux capacités de nos produits traditionnels. Il est peut-être vrai, leur efficacité ne pourrait vraiment s'avérer à 100%, mais il est également vrai que, compte tenu de sa simplicité et de sa disponibilité, ça c'est une option qui pourrait vraiment être accessible à une plus large couche de la population. Dans votre reportage, vous avez eu à évoquer les prouesses du doigt, et avant cela, on a eu également les recherches menées par d'autres compatriotes africains, que ce soit à Madagascar ou bien à RDC. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Non, justement, professeur Téléfo, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ces travaux-là, du professeur, de Monseigneur Cléda, et des travaux qui nous viennent de Madagascar, concrètement? Bon, je crois que tout le monde a la possibilité de se renseigner, déjà par rapport à l'origine de cette pandémie et beaucoup plus à ses manifestations. Parce que je ne vous mentirai pas, on évolue depuis un certain temps patatonement. Et c'est au fil du temps que nous connaissons, que nous commençons à apprendre davantage de ce virus. Donc, si les symptômes sont là, et que c'est des symptômes qui sont similaires à d'autres pathologies que nous maîtrisons efficacement, alors, pourquoi ne pas s'y aventurer? Et je crois que c'est la force de notre médecine traditionnelle. Parce que très souvent, les potions que nous administrons aux malades, c'est des mélanges de plusieurs plantes médicinales. Alors, s'il faut multiplier les principes actifs déjà multiples présents dans une plante, les multiplier par 2, par 3, par 4 plantes, je crois que c'est ça qui fait la force. Ensuite, va englober tous les symptômes pouvant se produire ou bien se mettre chez un patient. Voilà. Donc, ce que Monseigneur Cléda peut découvrir, ce qui se passe à Madagascar avec les extraits d'Artemisia, ça ne me surprend pas. Parce que la plante d'Artemisia, déjà, c'est plus de 30 principes actifs, ayant des propriétés curatives sur pas mal
de pathologie. Professeur Talefo, vous Et qui êtes... l'autre avantage de la... Oui. Oui, professeur Talefo, je disais, vous qui êtes un herboriste de notoriété, qu'est-ce que vous, autour de vous, vous avez sûrement vu des gens qui présentaient des symptômes de cette pandémie. Qu'est-ce que vous leur avez conseillé, vous, herboristes? Bon, disons, symptômes du Covid-19. Non, je ne pense pas compte tenu du confinement. Mais étant donné que c'est une maladie virale, dont les symptômes s'apparentent plus ou moins à certains cas de crise grippale. Bon, je crois que la grippe, ça se soigne dans notre environnement. Bien sûr. Ça se soigne. Comment? Bon, la grippe, ça se soigne, c'est des tisanes chaudes à partir des plantes telles que l'ail, telles que le gingembre. Voilà. Merci, prof. Je reviens à vous dans un instant. Thierry Nyopé, je vous ai vu sourire là. Oui, Est-ce que, oui, au-delà, revenons sur... on a vu le professeur Raoult, vous le disiez tantôt, combattu, entre guillemets. Maintenant, c'est ce qui nous vient de Madagascar qui semble être avalé difficilement par certains. Est-ce que quelque part, le prix Nobel de médecine ne se joue pas, Thierry Nyopé? Qui trouverait l'élément qui va sauver l'humanité, on va le dire? Non, mais l'élément qui va sauver l'humanité a déjà été plus ou moins trouvé, même comme les gens... Est-ce que ça fait l'unanimité? Même comme justement, parce que c'est vrai que la science a ses règles, la science a ses principes, on parle de recul, on parle d'analyse. Est-ce que cela pourrait s'appliquer à... Le docteur Ondo Meva est revenu largement sur les principes de la médecine en tant que clinicien. Je ne le suis pas, mais je continue à croire quand même qu'au regard de tout ce qui est fait actuellement, si le docteur Didier Raoult est quelque part déprécié par ses pairs, c'est simplement parce que, en fait, le professeur, je veux dire. Oui, parce que, vous savez, il a encore reçu en 2015 le prix de la Fondation l'UD, qui est quand même un prix qui encourage la recherche au niveau microbiologique. Donc, ces travaux ne sont pas à remettre en cause. Maintenant, on l'accuse d'avoir administré aux patients victimes de la Covid-19 un traitement qui n'a pas été approuvé scientifiquement. On lui fait des reproches pour avoir tenté de sauver des vies, en fait, au nom d'une prétendue science, parce que les gens sont en train de rechercher, parce que les gens sont à la recherche de quelques intérêts mercantiles. Non, il est plus que jamais urgent de commencer à comprendre que la recherche n'est pas une affaire dévolue exclusivement au seul blanc. Vous avez écouté ce que le professeur a souligné tout à l'heure. On peut soigner cette maladie qui s'apparente, qui a des symptômes d'une grippe normale jusqu'au 8e jour. Je l'ai dit tout à l'heure, même comme le docteur Ondo Meva semblait dire le contraire. Non, tous les scientifiques sont clairs là-dessus. Ils se développent et je vous rappelle, pour ceux qui vivent en Europe, que la grippe tue énormément en Europe. Énormément en Europe. Des cas de mort dus à la grippe se comptent en milliers. Donc il est tout à fait normal. Et je vous rappelle qu'ils sortent d'une période hivernale qui est propice à l'émergence de la grippe. Le coronavirus ne naît pas en 2019. En 2014, on parlait déjà de coronavirus dans des pays arabes. Pourquoi croit-on que c'est une nouvelle grippe? Non, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle de nouveau coronavirus, parce que par rapport à sa forme mutante et tout cela, mais il est possible pour l'Afrique. On a des panacées qui peuvent nous permettre de sortir là. Vivement que nos États continuent à encourager. Il est possible d'avoir un prix Nobel, pourquoi pas, de la recherche à ce niveau. Même comme on sait que les Blancs ne permettraient jamais qu'un Noir à la peau noire ait un prix pareil. Mais toujours est-il que le plus important, ce n'est pas le prix Nobel en lui-même, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a réussi à sauver des vies comme Monseigneur Cléga le fait, comme le docteur Bingono, comme les autres?
Je crois que oui, et c'est cela qui mérite d'être encouragé. Le prix Nobel, on en a que foutre. Et Tenguefar, Oui. le prix Nobel se joue? Le prix Nobel ne se joue pas, parce que le professeur Didier Raoult l'a bien précisé. Ce n'est pas de cette façon qu'on obtiendra le prix Nobel en sacrifiant les vies humaines. C'est cette guerre qu'il mène pour amener le monde entier à consommer de la chloroquine. C'est effectivement pour lutter contre ce prix Nobel qui s'achète. Ça s'achète d'autant plus que qui de nous peut encore se souvenir de l'après-prix Nobel de Philippe Montané, le co-découvreur du virus du sida. Tout le monde sait ce qu'on lui a réservé lorsqu'il a démontré, en tout cas, la naissance de cet autre virus qui dérange. Donc vous voyez, c'est toute une machine qui est mise en place par le monde de la finance, par cet élément qu'on doit détester pour broyer le monde à sa manière, pour contrôler le monde à sa manière. Nous devons plutôt nous réjouir de ce que le retour aux sources nous permet de retrouver un peu nos valeurs. Je sais que la grande guerre qui se pose maintenant, c'est alors, comment ceux qui ont fréquenté vont se laisser guider par ceux-là qui fonctionnent par tâtonnement? C'est de bonne guerre. C'est la réalité. Aujourd'hui, c'est les légalistes contre les opportunistes. Les légalistes veulent cartésiens alors qu'ils sont limités. Ils ne proposent rien. Absolument rien. Par rapport aux opportunistes qui disent nous ne respectons aucun grand principe codifié qu'on peut répéter dans les usines, dans les industries, mais nous sauvons des vies. Il y a cet orgueil-là qui habite ces deux communautés scientifiques. Pour l'heure, je crois que l'être humain qui est au centre devrait départager tout cela. Donc, pour moi, autant les médecins que les tradipraticiens devraient travailler main dans la main pour trouver la solution et éviter la recherche effrénée de ce prix Nobel qui en réalité va s'acheter au prix des millions et des millions de morts. C'est un peu ma vision. Docteur Christian de Mevin, on va repartir du côté de l'Allemagne. Docteur Christian de Mevin, dites-moi, pourquoi tant de scepticisme, tant de doutes autour de ceux qui essayent de faire franchir un pas par rapport à cette pandémie? Est-ce que l'Occident est prêt comme ça à accepter que la solution vienne de l'Afrique? Oh là là, c'est une question difficile. Je pense que nous allons trop rapidement en besoin, bien rapidement. C'est-à-dire, nous avons vu ici en Allemagne une chancelière, entre autres un doctorat en physique, qui nous dit, écoutez, je vous demande de vous confiner, la situation est grave, confinez-vous, il n'y a pas de traitement et je vous demande un peu de temps. Voilà les propos de la chancelière. Et qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons ici là que l'Allemagne est en train de gérer ce problème tout juste en respectant des critères les plus simples de l'hygiène, à savoir se laver les mains, conserver 1,5 mètre d'écart avec son voisin, à savoir porter un masque. C'est-à-dire que je pense que le secret, en fin de compte, de cette nouvelle épidémie, ce ne sera pas tous ces grands traitements, toutes ces grandes thérapies qu'on est en train de vouloir nous mettre sur le marché, tout particulièrement parce que la plupart des grands scientifiques également s'accordent à dire que même après un traitement, il n'est pas sûr que vous ayez une immunité qui vous empêche encore de retomber malade. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il faut retourner aux simples raisons, aux simples principes d'hygiène, se laver les mains, se mettre à l'écart, se protéger. Nous avons parlé longtemps de la pharmacopée camerounaise, africaine et consommée. Mais nous oublions que cette maladie, ce virus, vient du premier pays au monde qui vend justement sa pharmacopée, la Chine. Il n'y a pas un pays au monde qui est tellement accroché à sa pharmacopée. Mais lorsqu'on lit les documents officiels que la Chine a publiés le 13 février concernant le Covid, on se rend compte qu'ils ne font allusion qu'à une seule et unique chose, un traitement non pharmaceutique, à savoir
lavez les mains, mettez-vous à l'écart, fermez les frontières, isolez-vous. Je ne crois pas qu'il y aura un prix Nobel à ce niveau-là, dans la mesure où ces médicaments qu'on essaie aujourd'hui, on les connaît depuis déjà pratiquement un siècle. La chloroquine, on la connaît depuis des éternités. Les médicaments qu'on emploie contre le virus du sida, on les connaît depuis très longtemps. Les épidémies de ce genre-là, ce n'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à ce problème-là. Le problème qui se pose, c'est que nous n'avons pas appris des épidémies passées. Les pays en Afrique noire qui s'en sortent le mieux, par exemple, actuellement, par exemple le cas du Sénégal, on peut prendre le Ghana, ce sont les pays qui ont suivi, qui ont survécu, qui ont géré l'épidémie d'Ebola il n'y a pas très longtemps de cela. Les pays d'Asie qui s'en sortent le mieux, prenons le Vietnam, prenons la Corée, ce sont les pays également qui ont eu 2 chocs très violents, ça va le SARS en 2003-2004 et puis le MERS en 2013-2014. Et lorsqu'on attaque l'Organisation mondiale de la santé, en 2005, elle demandait à tous les pays du monde d'élaborer des critères bien précis pour la prise en charge des crises de ce genre-là. Les Allemands ont élaboré leurs critères en 2005, ils l'ont actualisé en 2013 et ils l'ont réactualisé actuellement il n'y a pas de semaine avec l'événement du Covid. Donc je ne pense pas qu'il y aura un prix Nobel à ce niveau, mais je pense plutôt que cette maladie va nous apprendre à être plus humbles. Le président allemand disait, il parlait de ce fond du secret là-dedans, de la vérité. Ok. Merci beaucoup, Dr Christian Ndomeva. Je rappelle que vous êtes urgentiste et chirurgien viscéral. Vous travaillez à Dillenburg, en Allemagne, non loin de Francfort. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également. Thierry Gnopin, vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste pour dire que grâce au Covid-19, quand même, on a appris beaucoup. Je crois que les États maintenant gagneraient à avoir un système sanitaire de prise en charge assez important pour pouvoir juguler justement des problèmes et que même au niveau du même au niveau du corps social, on a pris des règles élémentaires d'hygiène qu'on a toujours appris à l'école primaire. Aujourd'hui, je crois que cela a été intensifié, mais je continue à demander aux Camerounais de respecter des mesures barrières. Parce que les médecins sont unanimes là-dessus, au-delà de la pharmacopée africaine, de respecter cela peut participer à sauver des vies. Voilà, nous on retient surtout, Maître Ngefang, vous dites que le gouvernement accompagne quand même Monseigneur Klida. Sinon, on aurait déjà fermé. Oui, pas quand même. Oui. Parce que, voyez-vous, il y a 10 ans, l'infraction de pratique illégale de la médecine était régulière en ce qui concernait les herboristes. Oui. Mais depuis presque 10 ou 15 ans, l'État a aménagé une législation, ne serait-ce que par arrêté ou circulaire, pour les accompagner. C'est pourquoi ça ne gêne pas. Donc l'État, progressivement, les intègre. Vous voyez, on a un professeur d'université, spécialiste des herbes, l'herboriste, ce qui veut dire que l'État tient compte. Et de deux, j'ai dit, lorsque Monseigneur Klida prend la parole, intervient et nous dit, Mondovision, j'ai la solution pour éloigner la mort de ceux qui souffrent. Et je l'applique et nous venons de suivre. On a au moins plus de 100 qui ont retrouvé le sourire et que les familles sont heureuses. Ce qui veut dire que l'État ne dit rien, il consent, il est d'accord. D'ailleurs, le ministre de la Santé a dit qu'ils sont en train de prendre des dispositions pour analyser ces protocoles qui sont administrés. Il a seulement refusé de donner les noms, mais tout le monde comprend. C'est la plus grande personnalité de la République qui gère la Covid-19 à travers les plantes de chez nous. Donc je crois que l'État est en train de, politiquement, d'encadrer cette activité, mais ne veut pas s'attirer les foudres de l'Organisation mondiale de la santé, de tous ces mécènes qui ont investi, qui ont développé les usines pour fabriquer les médicaments au regard de ce que eux ils construisent depuis pour développer ce virus sauvage qui finalement a échappé au contrôle de ceux qui étaient aux commandes. Je crois que nous devons être fiers et comme vient de dire le professeur, le docteur Meka, Ondo, oui, nous devons faire le minimum, le nécessaire, rester propre et développer davantage cette propriété. C'est-à-dire, chacun doit avoir son masque, ne pas saluer à l'Africain son frère, tenir une bonne distance et puis, bon, éviter les visites inutiles. Je crois que ça va aller.
Voilà, on va dire merci également au docteur Laetitia Naburo-Meka. Merci au professeur Talefo qui va revenir. Il va revenir dans ce programme. Oui. Félix Bruno, il est biochimiste, herboriste spécialisé en phytopharmacologie et toxicologie, enseignant à l'université de Tchang. Nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun. Merci à vous également. Merci Thierry Gnopin. C'est un plaisir d'être là. Voilà. Oui. Vous disiez quelque chose ce matin important, le paludisme tue aussi. Oui, le paludisme tue énormément. On se rappelle quand même qu'en 2019, le paludisme a tué au Cameroun 4518 personnes selon les chiffres officiels. Un paludisme qui ne bénéficie que de 250 millions de francs CFA, alors qu'on est en train de sortir des milliards de francs CFA pour lutter contre une maladie qui pourrait effectivement tuer des milliers de personnes, mais pour l'instant, qui n'en a pas encore fait plus de 60 au Cameroun. Serge Alain, un dernier mot, un mot spécial à tous ceux qui vous ont remplacé lorsque vous n'étiez pas là. Oui. Nous avons senti que votre émission accroche et qu'à l'intérieur, il y a du répondant. C'est bien. Voilà. Merci. On va également dire merci à toutes ces personnes-là qui nous ont envoyé des messages. On va dire tout simplement merci. Bonsoir. Surtout la diaspora camerounaise au Canada.